Merci d'être là, merci d'être si nombreux. On va partir ensemble dans un petit voyage dans l'espace. C'est une conférence qui est destinée au grand public. On va aller regarder les étoiles du coup. Quand une étoile explose, ça donne quelque chose comme ça. Je vous fais le bruit, d'accord? Boum! D'autres, et vous voyez qu'il y a un petit point blanc au centre qui reste. Ça, c'est une autre étoile qui a explosé, la nébuleuse de l'Hélix. Une fois de plus, il y a un petit point blanc qui reste au centre. Encore une étoile qui a éjecté sa surface. Celle-là, elle s'appelle comment? Papillon, tout à fait. Quand je la montre à des élèves en primaire ou en collège, ils me disent « Pas du tout, monsieur. Il s'agit de 2 poissons qui sont des bisous. » Donc, je propose qu'on la rebaptise, cette nébuleuse. Sur cette image-là, c'est une de ces 2 petites étoiles qui restent ici, qui a éjecté toute sa surface qui est autour et qui a donné ces petits... ces nuages de gaz qui s'éjectent, qui sont un petit peu partout dans l'espace. On va continuer sur ces nuages-là. Ça, c'est l'un d'entre eux. Si vous avez une étoile qui explose, sa matière, ce nuage de gaz qui va s'étaler tout autour, il va s'agrandir et puis il ne va pas se passer grand-chose. Mais dans l'espace, on a le temps. Si vous attendez quelques centaines de milliers ou quelques millions ou dizaines de millions d'années, il y a probablement d'autres étoiles qui vont exploser et dont la poussière va se mêler à la première explosion, puis à une troisième, etc., pour donner ce genre de nébuleuse qui contiennent, c'est extrêmement difficile à dire combien, mais peut-être 10, 100, 1000 poussières d'étoiles qui ont explosé. Cette nébuleuse-là s'appelle la nébuleuse de l'aigle. Si vous croyez que... C'est pas juste un test psychologique de regarder. Je vous montre l'aigle, ou vous le voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le voit pas? Tout le monde le voit? Ah non. Alors, on a le bec, les yeux, là, 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 une patte avec les serres, une patte qu'on ne voit pas avec la serre qu'on ne voit pas, les ailes. Je vous donnerai un lien pour regarder ça au calme chez vous si vous voulez chercher. On m'a dit qu'il y avait des petits poussins par ici quelque part, je ne sais jamais vu. Et un peu tout. Mais qu'est-ce qui se passe alors à l'intérieur de ces nuages? Si on zoome, si on va voir de près, on trouve des endroits comme celui-ci. Toutes ces images, soit dit en passant, sont des vraies images. Il n'y a pas de... Ce pas des fausses animations, c'est des vraies photos qui ont été prises. Alors là, on a un endroit spécial. Mais qu'est-ce qui se passe de cette poussière qui est dans l'espace? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de vous envoler là de vos chaises? Vous avez une idée? Parce qu'il y a la Terre sous vos pieds. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la gravitation. Mais imaginez 2 secondes que si l'espace ait les moyens de faire cette conférence dans l'espace, ça arrivera un jour, pas encore, mais un jour, où on n'a plus la Terre sous nos pieds, vous êtes là assis, il vous faudrait une ceinture. Sans ceinture, vous seriez en train de flotter sur vos sièges. Et imaginez qu'il y a un petit problème technique, on ne puisse pas revenir sur Terre, que le prochain retour, c'est dans 200 000 ans. Pas de bol, vous êtes là, vous êtes coincé. Petit à petit, il n'y a pas la Terre qui vous attire vers le bas. La force de gravitation qui va l'emporter, c'est celle de votre voisin. C'est-à-dire que là, dans toute la salle, vous allez tous être attirés chacun par votre voisin. Et vous allez commencer à vous rapprocher, et si on attend suffisamment longtemps, vous allez former une boule qui flotte au milieu de la pièce. Et ceux qui sont au centre de la boule, probablement vous et vous, ce n'est pas les bonnes places, tout le monde va vous écraser. Il ne fallait pas choisir ces places-là. Et vous allez commencer à avoir extrêmement chaud, avec tout le monde qui vous écrase. C'est exactement ça qui se passe à l'intérieur de ces nuages-là dans l'espace. Vous avez de ces petites poussières qui sont partout, et des forces de gravitation et d'autres petites forces font que ces poussières se réunissent, se rassemblent en petits cailloux, gros cailloux, boules, balles, des boules de plus en plus grosses, de plus en plus gigantesques, qui peuvent atteindre des tailles complètement démentes, à l'intérieur desquelles la gravitation comprime tout ce qui est au centre. Les températures du centre peuvent atteindre 40, 50 millions de degrés. Et lorsque ça arrive, c'est plus juste une petite boule de poussière que vous avez devant vous, c'est une nouvelle étoile. À l'intérieur de ces nuages-là, à partir de la poussière d'étoiles explosées, vous allez avoir de nouvelles étoiles qui naissent. Et en réalité, tous les petits points roses que vous voyez là, le rose est caractéristique de ça, ce sont des étoiles qui viennent de naître à partir de ce qui restait d'étoiles qui avaient explosé auparavant. Si on pouvait aller à l'intérieur de ces nuages pour voir ce qui s'y passe, on verrait ça. Là, vous avez ce qui reste d'un gigantesque nuage de poussière, et au centre, vous allez avoir
la fabrication d'une nouvelle étoile à partir de poussière d'étoiles qui se condensent pour former cette gigantesque boule. Et si vous regardez bien, autour de l'étoile, il y a un petit nuage qui se condense aussi et qui devient ce qu'on appelle une planète. On sait aujourd'hui que les planètes et les étoiles naissent plus ou moins en même temps à l'intérieur d'un disque comme celui-là, un disque fait de poussière d'étoiles qui ont disparu auparavant. Bon, vous avez une petite idée, j'imagine, de combien il y a de planètes autour du Soleil? 8. Sur les 8... Ah non, pardon, ça c'est justement... Ce que je viens de vous dire là, c'est resté au niveau théorique pendant extrêmement longtemps, jusqu'à il y a 2 ans, 1915, où il y a un peu moins de 2 ans, où pour la première fois on a pris une photo, c'est une vraie photo, d'un endroit dans l'espace où des planètes sont en train d'apparaître autour d'une étoile, loin dans le ciel. S'il y a des astronomes amateurs parmi vous, j'imagine qu'il y en a beaucoup, je vous souhaite bon courage pour réussir à prendre une photo comme ça. Il faut un télescope assez costaud. Et tous les petits anneaux noirs que vous voyez, au centre, ça paraît être un blob, parce qu'il reste beaucoup de poussière, du coup la lumière est diffuse, on ne voit pas l'étoile elle-même bien propre, bien ronde. Et tout autour, vous avez de la poussière, et dans les anneaux qui sont noirs, vous avez des planètes qui sont en train de naître. C'est comme ça qu'on pense que la Terre, notre monde à nous, est né avec toutes les autres planètes qui sont autour du Soleil. Donc ces 8 planètes qui sont autour du Soleil, nous avons la Terre. Ça, c'est une deuxième petite idée des différentes échelles que nous rencontrons dans l'espace. Juste en dessous, quasi la même taille, Vénus, ensuite Mars, la plus proche du Soleil, Mercure. Ensuite, nous avons Neptune, Uranus, dans l'autre sens, Saturne et Jupiter. Donc Jupiter, c'est la géante des planètes qui tournent autour du Soleil. Et vous avez quand même des petites choses qui sont un petit peu plus grandes que ces planètes géantes, comme le Soleil, par exemple. Si vous prenez Jupiter et que vous lui donnez cette taille-là, le Soleil, lui, il fait cette taille-là. Et maintenant, si vous regardez Jupiter, bien, Jupiter va disparaître et vous allez avoir la taille de la Terre. Hop, voilà, c'est chez nous. C'est bien d'allumer la lumière, comme ça on le voit mieux. Tout petit. Voilà, ça c'est notre petit monde à nous. Donc qu'est-ce qui se passe dans le Soleil? Pourquoi est-ce qu'il brille? Qu'est-ce qui fait qu'il brille comme ça, le Soleil? Pour moi, c'est une des choses les plus extraordinaires qui soit, le fait que le Soleil brille, parce qu'il y a un transfert d'énergie d'une force vers une autre. Le Soleil, c'est donc une énorme boule de matière, d'accord? Cette matière dont nous sommes faits. Vous savez peut-être que toute la matière que nous connaissons est faite d'atomes. Ce sont les briques de base de la matière. Les atomes que nous connaissons, je pense qu'il y en a environ 118. De ceux qu'on connaît, qu'on a réussi à classer, à détecter dans des laboratoires, etc. À l'état naturel, il y en a moins. Mais il y en a environ 118 Legos de base qui fabriquent toute la matière connue dans notre univers. Sur ces 118 Legos, on peut les classer par taille. Les 2 plus petits sont l'hydrogène et l'hélium. D'accord ? L'hydrogène, c'est un noyau tout simple avec un électron qui lui tourne autour. L'hélium, c'est l'étape d'après. Il y a 4 dans le noyau et il y a des choses qui lui tournent autour, etc. Le Soleil est quasiment l'ensemble de notre univers, est quasiment exclusivement fait des 2 plus petits atomes qui soient, des 2 briques de base de la matière de notre univers. Le Soleil est pareil. Donc en son cœur, il y a surtout de l'hydrogène. Vous imaginez ce petit noyau d'hydrogène avec l'électron qui tourne autour et cette boule gigantesque avec sa gravitation colossale qui comprime tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce cœur. L'électron, il est éjecté, il ne reste plus que le noyau. Et puis il y a tellement de pression, il y a tellement d'énergie du fait de la gravitation qu'il y a un autre noyau qui va se rapprocher de chaque noyau qui est là. En gros, au bout d'un moment, il y a tellement, la quantité d'énergie qui est là est tellement colossale que les noyaux des atomes d'hydrogène n'auront pas le choix que de fusionner, de se coller les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire. C'est ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Et cette réaction, elle a une propriété hallucinante, qui est qu'il faut une quantité folle d'énergie pour l'enclencher. Vous imaginez ? Le poids dû à la masse d'une étoile tout entière. Il faut une énergie colossale pour l'enclencher, mais elle en libère encore plus une fois qu'elle a lieu. Du coup, vous allez avoir 2 forces qui vont être en opposition à l'intérieur du Soleil. La gravitation qui essaye de rapetisser le Soleil,
de le faire se comprimer sur lui-même, et l'énergie dégagée par les atomes qui se collent, par les noyaux qui fusionnent, qui, elle, va essayer de repousser la surface pour faire sortir cette énergie. Ça fait que notre étoile est à l'équilibre. Elle ne grandit pas, elle ne gonfle pas, elle ne rapetissit pas. Elle reste comme ça. On dit qu'elle est dans un état d'équilibre. C'est une séquence principale, ou ce que vous voulez, de la vie d'une étoile. Deuxième bonne nouvelle de la journée. Vous savez un petit peu à quoi vous attendre vu la nouvelle de tout à l'heure. La bonne nouvelle de tout à l'heure. Un jour, évidemment, des petits atomes au centre du Soleil, il n'y en aura plus. Et s'il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus l'énergie de la fusion, donc il n'y a plus rien pour combattre la gravitation. Du coup, la gravitation va l'emporter et le Soleil va rapetisser. Il va se comprimer de plus en plus, il va devenir encore plus dense. Mais s'il est encore plus dense, ça veut dire que les conditions qui existaient au centre quand il était grand, eh ben on va retrouver les mêmes, mais ici, plus loin, là où il y a encore des atomes d'hydrogène. Du coup, il y a une nouvelle fusion qui va s'enclencher, mais cette fois-ci, elle n'est pas au centre, elle est par là. Et la gravitation que cette fusion va devoir combattre, c'est plus l'ensemble du Soleil, c'est juste la gravitation qui est due à ce petit bout qui est au-dessus. En gros, l'énergie libérée par la fusion va être tellement plus grande que l'énergie de la gravitation que l'étoile va exploser. C'est ce qui se passe à la fin de la vie d'une étoile comme le Soleil. Elle va gonfler, gonfler, gonfler et éjecter dans l'espace sa surface. Mais derrière, il va rester ce petit point blanc dont je vous parlais sur les autres photos qu'on a vues plus tôt. Chaque fois que vous aviez cette explosion, il y avait un petit point blanc qui restait au centre. Ce petit point blanc, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Voilà, c'est ça, une naine blanche. Une naine blanche, c'est un objet dans l'espace qui est ultra dense. C'est ce qui reste du cœur d'une étoile qui a éjecté sa surface. C'est ultra dense, et dans quasi tous les cas, cet objet ultra dense, il ne lui arrive plus rien. Il fait environ 100 millions de degrés au moment où il apparaît, l'explosion, et après, tranquillement, il va refroidir jusqu'à devenir un objet relativement sombre, très dangereux, qui se balade dans l'espace et qu'on ne verra plus, etc., mais où il ne se passe rien. Il n'y a pas de fusion à l'intérieur, il ne se passe plus rien. Sauf si il y a une autre étoile à côté. Si jamais, par hasard, vous vous baladez dans l'espace un jour et que vous voyez une naine blanche et une étoile géante à côté, qui fait 100 fois sa taille, disons, même plus, eh ben, ne vous trompez pas. Le maître dans le couple, ce n'est pas la géante, c'est la naine blanche. Parce qu'elle est tellement dense, tellement compacte, que sa gravitation est beaucoup plus forte que celle de la géante. Du coup, elle va arracher petit à petit la surface de l'étoile géante pour s'en nourrir. Et en faisant cela, la naine blanche, elle va grossir de plus en plus et avoir gagné en masse, si vous voulez. Et ce qu'on sait, c'est qu'une nouvelle réaction de fusion peut avoir lieu, une réaction peut avoir lieu à l'intérieur des naines blanches lorsqu'elle atteint 1,4 fois la masse du Soleil. Tant qu'elle n'a pas cette masse, il ne se passe rien. Mais dès qu'elle atteint 1,4 fois la masse du Soleil, boum. C'est ce qu'on appelle une supernova de type 1A. Ça fait partie des explosions les plus énergétiques qu'on connaisse dans notre univers. Boum. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire avec ces explosions, c'est qu'elles ont toujours lieu lorsque la naine blanche fait 1,4 fois la masse du Soleil. Toujours. Du coup, on sait comment elle explose. Du coup, on sait quelle lumière elle émet. Et grâce à ça, on peut faire plein de choses. Imaginez que vous vous baladiez dans la campagne. Vous êtes en vacances, week-end, baladez dans la campagne, il y a un joli village, vous approchez. Il y a une église, vous approchez, jolie église. Il y a un clocher, ah, joli clocher, vous montez dedans. Il y a une belle cloche, ah, vous mettez la tête dessous, vous sonnez la cloche. Si vous faites ça, vous êtes sourd, mais si vous faites ça, vous connaissez le son de la cloche à la source. Du coup, après, quand vous repartez dans les collines, si vous entendez le clocher sonner au loin, vous pouvez, en comparant ce que vous avez entendu là-bas à la source et ce que vous entendez là où vous êtes, vous pouvez déterminer à quelle distance vous êtes du clocher. C'est exactement ce qui se passe avec les supernovas de type 1A, vu qu'on connaît leur luminosité de départ à la source, on peut comparer ce qu'on reçoit, nous, à la lumière
qu'on pense avoir été émises là-bas. C'est grâce à ça qu'on sait que des galaxies comme celle-ci sont à environ 13 millions d'années-lumière de nous. La lumière s'est étalée dans toutes les directions pendant 13 millions d'années. Il y a une petite partie qui arrivait jusqu'à nous. On arrive à déterminer, grâce à ça, ces distances. Pas mal, hein? Fallait y penser. C'est pas les Mayas qui avaient réussi à faire ça. On entend tout le temps qu'ils étaient géniaux, qu'ils savaient tout faire, mais on est tellement meilleurs qu'eux. Continuons. Là, on est à 12-13 millions d'années-lumière, d'accord? On reprend notre télescope, on zoome dans le noir et on va voir ce qu'on y trouve. Ah, une autre galaxie du Sombrero. Je crois qu'elle est à peu près à 25 millions d'années-lumière de nous. Si je me trompe d'un ou deux ou trois, c'est pas très grave. 25 millions d'années-lumière de nous. Elle s'appelle Sombrero. On continue, hein, on est en bon chemin. Hop. Celle-là, elle est à environ 250 millions d'années-lumière de nous. Elle a deux propriétés qui sont assez marrantes. La première, c'est qu'elle ressemble beaucoup à notre galaxie à nous, à la Voie lactée. Elle a à peu près la même forme. C'est peut-être la Voie lactée telle qu'elle était juste avant que les dinosaures n'arrivent sur Terre. Bref, on a ça. L'autre chose, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que tous les petits points qui étaient autour appartenaient à la Voie lactée. C'était des étoiles de chez nous, sur les photos qu'on avait de galaxies lointaines. Bon, ben là, on a tellement zoomé qu'il n'y a plus de petits points qui sont chez nous. Les seules étoiles qui appartiennent à la Voie lactée sur une image comme ça, c'est celles comme ici, où il y a des croix, là ou là. Tous les autres points que vous voyez, ce sont d'autres galaxies. Là, on commence à se dire, ah ouais, c'est grand. Le petit film que je vais vous montrer maintenant, et pendant que je le joue, si on pouvait éteindre complètement toutes les lumières, c'est un petit film, merci, c'est un petit film qui vous fait une petite balade à l'intérieur, comme si vous pouviez voyager entre les 400 000 galaxies les plus proches de nous dans l'espace. C'est un ami scientifique américain qui s'appelle Miguel Aragon qui a fait ce petit film avec ses collègues, et à partir de données qu'on a. En gros, les galaxies que vous allez voir sont toutes au bon endroit, avec la bonne forme. Elles sont plus grosses sur le film qu'en réalité, parce que sinon on ne les verrait pas. Donc elles ont été un petit peu grossies, mais c'est les bonnes galaxies au bon endroit autour de nous. Si on peut éteindre, merci beaucoup. La Voie lactée, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les étoiles que nous pouvons voir, nous, avec nos petits yeux, c'est un seul des points sur ce petit film. La plus lointaine des galaxies que vous avez vues sur ce petit film est à environ 1 milliard d'années-lumière de nous. En gros, c'est notre voisinage cosmique, ce que vous venez de voir là. On est en bon chemin, 1 milliard d'années-lumière, continuons. Est-ce qu'on peut aller voir plus loin? On prend notre télescope, on zoome et on continue. Juste un tout petit peu moins fort, merci. Merci beaucoup. On zoome, on voit quoi? Encore des galaxies, encore des petites étoiles qui apparaissent là, ce coup-ci, on est vraiment loin. Alors il y a des drôles d'aberrations sur les étoiles qui sont chez nous, mais tout le reste, c'est des galaxies lointaines. La plus lointaine d'entre elles là, est à environ 13,5 milliards d'années-lumière de nous. Maintenant, continuons, on a notre télescope, on zoome, et on voit quoi? Il y a deux possibilités. Soit l'astronome a oublié d'enlever le capot noir, là, qui est à l'arrière de sa lunette, soit on ne voit plus rien. C'est-à-dire on peut zoomer autant qu'on veut, on ne voit plus rien. À votre avis, c'est quoi la bonne réponse? On ne voit plus rien.
C'est-à-dire qu'on a atteint là la limite de notre univers visible. On voit un mur dans l'espace. Alors c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça avant, ils doivent se dire, ça y est, il est sous, il dit n'importe quoi, c'est un mur à la fin de l'univers visible. Eh bien, il se trouve que si. Il se trouve que c'est exactement ça ce qu'on voit dans l'espace. On voit un endroit où il n'y a plus de source de lumière, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de galaxies, il n'y a plus rien. On voit du noir, un mur à la fin de notre univers visible. Alors ça paraît extrêmement étrange que de penser ça. Mais je vais vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être entendu dire à gauche et à droite, peut-être même que c'est vous qui l'avez dit, que lorsque l'on voit loin dans l'univers, on voit tôt. On remonte dans le temps, on voit le passé. Bon, ça peut paraître être une idée qui est extrêmement difficile à comprendre. Pas du tout, c'est ultra simple. Je vais vous dire pourquoi. Imaginez que vous ayez une grand-mère qui habite en Australie, d'accord ? Elle se fait un selfie d'elle-même, elle prend une petite photo, et elle la colle sur une carte postale, et elle marque « Gros bisous mon chou », elle vous l'envoie. Vous la recevez 3 semaines plus tard. Lorsque vous recevez la carte avec la photo, jamais vous n'allez vous dire que votre grand-mère ressemble à ça maintenant. Vous avez peut-être entendu dire que certaines des étoiles qu'on voit dans le ciel sont déjà mortes, alors qu'on les voit quand même. C'est pareil pour votre grand-mère. Quand vous recevez la carte postale, elle est partie il y a 3 semaines, ça se trouve, elle est morte depuis. C'est pas obligé non plus, mais c'est possible. Je vous conseille de passer un petit coup de fil à chaque... Et c'est exactement la même chose. Ce que vous avez dans la main en recevant la carte postale de votre grand-mère, c'est une image qui provient de son passé. Une image qui date d'il y a 3 semaines, qui a voyagé par la poste et qui est arrivée jusqu'à vous. Dans l'espace, c'est exactement la même chose. Vous avez des étoiles qui émettent des images, qui voyagent dans l'espace, et que nous, on reçoit bien plus tard. Et quand on les reçoit, on voit les images d'une étoile telle qu'elle était au moment où l'image a été émise. Du coup, certaines étoiles peuvent être déjà mortes, oui, mais en gros, celles qui sont proches de nous, non, et celles qui sont extrêmement loin, oui. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un moment, il y a longtemps, où il n'y avait pas d'étoiles dans l'univers. Ça, c'est très bizarre. Alors, pour comprendre ça, et vu qu'on est à la recherche du Big Bang, j'ai un effet spécial pour redire, on retourne à la diapo d'avant, voilà, pas mal. Quand on regarde une image comme ça, on peut détecter, on peut analyser la lumière des galaxies lointaines. Et ce que les scientifiques ont découvert au début des années 20, c'est que quasiment toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous. On voit leur lumière qui est un petit peu plus rouge que ces galaxies lointaines s'éloignent de nous. Et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Alors, il y a 2 possibilités pour expliquer ça. La première, c'est que, on va dire la plus logique de toutes, celle qui apparaît, qui va peut-être vous faire rire au début, mais qui est logique, c'est, on voit, moi je suis ici sur Terre, vous êtes les galaxies lointaines, je vous vois tous vous éloigner de moi, je me dis que je suis au centre de l'univers. La première réponse qu'on peut se donner, c'est ça. Si on voit tout qui s'éloigne de nous, on est au centre. Ça paraît logique. Mais il se trouve qu'il y a une autre explication qui a été donnée et qui a été gardée, qui est que bien qu'on voit les galaxies lointaines s'éloigner de nous, on considère que ces galaxies, au fond, ne bougent pas. Elles s'éloignent peut-être, mais elles ne bougent pas. Comment c'est possible, ça ? Si ce ne sont pas elles qui bougent, c'est la distance qui nous sépare d'elles qui s'étire. C'est la distance qui augmente entre moi et vous, là maintenant. Si toutes les distances augmentaient, je vous verrais tous partir loin de moi. Et plus vous êtes loin, plus vous partirez vite, parce qu'il y a plus de distance qui s'étire entre vous et moi. Je serai toujours au centre de l'univers, mais chacun d'entre vous le serait aussi. Parce que si les distances s'étirent, qui que vous soyez, où que vous soyez dans la salle, les distances vont aussi s'étirer entre vous et vos voisins et moi, et vous allez avoir l'impression que tout le monde s'éloigne de vous. Donc on parle d'une sorte de distance, c'est la vraie distance physique qui sépare les choses, qui s'étire dans l'univers. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion de notre univers. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept, l'univers qui est en expansion. Ça ne veut pas dire qu'il y a une limite, un bord, et que l'univers gonfle. Ça, on n'en sait rien.
Ce que ça veut dire, en revanche, c'est que les distances qui séparent tous les objets s'étirent. Alors, si les objets sont trop proches les uns des autres, comme nous ici sur Terre, la gravitation, localement, l'emporte. Il n'y a pas d'expansion entre la Terre et la Lune et le Soleil et toutes les autres étoiles de notre galaxie, ou même entre notre galaxie et Andromède. L'expansion est trop faible à ces niveaux-là. Mais dans les immenses distances qui nous séparent, on parle de milliards d'années-lumière, ou même plus, qui nous séparent des galaxies lointaines, il y a tellement de vide que l'expansion l'emporte. Ça veut dire quoi, si les distances grandissent? On s'en est rendu compte au début des années 1900, au début des premières vingtaines d'années des années 1900. Je ne sais pas si c'est du très bon français ce que je viens de dire, mais disons les 20 premières années du XXe siècle, 20-25 premières années, on s'est rendu compte de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les scientifiques, à ce moment-là? Ils se sont dit, ça doit bien vouloir dire quelque chose. Et là, je vais vous demander de faire un raisonnement avec moi. Et vous allez voir à quel point les scientifiques sont des gens brillants. Vous allez être impressionnés. Je ne dis pas ça parce que j'ai été scientifique. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les distances s'étirent. Tous les scientifiques les plus brillants de la planète se réunissent, café, se grattent la tête, colloquent un petit peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout d'un coup, il y en a un qui dit, mais alors écoutez bien, parce que c'est pas facile, il s'est dit que si tout s'éloigne de nous maintenant, ou si tout s'éloigne de tout maintenant, alors avant, tout était plus proche. Vous avez suivi? Pas facile, hein? Brillant, ces scientifiques. Mine de rien, cette petite phrase que je viens de dire, ça a fait voler en éclats 2000, 3000, 4000 ans de pensée humaine. Tout d'un coup, l'univers, cet univers qui, dans les esprits de nos ancêtres, est immuable, qu'un temps qui s'écoule de l'infini jusqu'à l'infini, avec des objets qui peuvent bouger, naître, mourir à l'intérieur de l'univers. Oui, que l'univers lui-même puisse changer, non, c'était exclu. Et là, tout d'un coup, rien qu'en se disant ça, que les distances puissent changer et du coup étaient plus petites avant, on rentre dans l'idée que notre univers peut changer. L'univers lui-même, l'espace, le temps, etc. peuvent changer. Et donc peut-être qu'il a une histoire. Et s'il a une histoire, peut-être qu'il a un commencement. Ça, c'est une notion qui n'est apparue qu'il y a à peine 100 ans. Avant, aucun de nos ancêtres ne pouvait penser comme ça. Ils n'avaient pas les données, ils ne comprenaient rien. C'est pas vrai. Ils étaient forts. Mais voilà, tout d'un coup, on avait cette idée que notre univers a une histoire. Et cette histoire, elle nous dit que notre univers était plus petit par le passé. Donc si on réfléchit, ça veut dire quoi? S'il était plus petit par le passé, vous avez toute cette énergie contenue dans les étoiles, la poussière, la matière, etc., la lumière qui est autour de nous, ou d'autres choses qu'on ne connaît pas, qui devait être comprimée dans un espace plus petit. Donc tout devait être plus chaud, plus dense, etc. Et il est même possible, si tout est de plus en plus dense, etc., qu'au bout d'un moment, on soit plus dense qu'un mur, ou plus dense qu'autre chose encore, plus dense que tout peut-être. Tellement dense que la lumière ne devrait pas pouvoir le traverser. Si vous mettez de la lumière à l'intérieur d'un mur, vous allumez une lampe torche dans un mur, vous ne verrez rien. La lumière ne passe pas. D'autres lumières traversent le mur, d'autres ondes électromagnétiques traversent le mur. Mais imaginez qu'il existe un endroit dans le passé de notre univers qui était tellement extrême que rien d'électromagnétique, que ce soit des ondes radio et lumière, j'en sais rien, ne peut traverser quoi que ce soit. Là, on a un univers qui est complètement opaque. Ça veut dire que notre univers, si on en croit ce qu'on voit dans le ciel, si on a le droit de faire quelques extrapolations, ça veut dire que notre univers a vécu petit une période opaque. Maintenant, si on fait l'histoire à l'envers, on commence par petit, opaque, la lumière ne peut pas traverser. Il se trouve que l'univers grandit, il est en expansion. C'est quelque chose qu'on voit. Donc il grandit, et ben, un jour ou l'autre, cette mur opaque il devait être suffisamment dilué pour que tout d'un coup, la lumière puisse traverser. Ce moment, cette transition, on arrive à dire à peu près à quelle température elle aurait dû avoir lieu. Environ 2700 degrés. 3000 degrés, disons. 2700 degrés. Bon, disons à peu près 3000 degrés Celsius. 3000 degrés Celsius, l'univers est suffisamment dilué pour que la lumière puisse traverser. Cette image que je vous ai montrée là, toute noire, il y a quelques instants, c'est une photo de ce moment
dans le passé, où notre univers est passé d'opaque à transparent. Ah, vous allez me dire, mais il se fiche complètement de nous, c'est tout noir. Il a juste mis une image noire. Eh bien, c'est pas faux. Sauf que cette image noire, on a des nouveaux outils pour aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Et si on réfléchit 2 secondes, on se dit que ça ne devrait pas être noir, c'était 2700 degrés ou 3000 degrés, ça devrait être super brillant. Pourquoi c'est noir? Eh bien, c'est noir parce que l'univers a grandi depuis. Et s'il a grandi, il s'est refroidi. On arrive à faire les calculs, on prédit, il a été prédit par des gens comme Gamow et Alpher et tout ça, ses étudiants, qu'aujourd'hui, de 3000 degrés, ça devrait être descendu à moins 271 degrés Celsius. Et quand on prend les outils adéquats, de cette image, on tire ceci. C'est une photographie où on voit tout le fin fond de notre univers qui est à moins 270 degrés Celsius. Donc quasi tout exactement comme c'était prévu. Donc on voit ceci qui est le moment, c'est la trace qui nous reste de ce qui existait quand notre univers était opaque. C'est la dernière chose qu'on ne pourra jamais voir, ceci, en utilisant un télescope, en utilisant la lumière. On ne pourra jamais aller voir au-delà. Les calculs nous disent que ce n'est pas le commencement de notre univers, cette image-là, mais que c'est quelque chose qui a eu lieu environ 380 000 ans après la naissance de ce qu'on appelle l'espace et le temps. Disons 380 000 ans avant le Big Bang. On a, depuis quelques années, réussi à, d'une certaine manière, écrire une histoire relativement cohérente, il y a des problèmes, relativement cohérente de tout ce qui aurait pu se passer depuis la naissance de l'espace et du temps tel que nous les comprenons, jusqu'à cette transition entre opaque et transparent, la fabrication des étoiles, grâce à la gravitation, qui stocke de l'énergie de la gravitation grâce à la fusion à l'intérieur des atomes, qui forment des planètes, etc., etc. On a une histoire relativement cohérente. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pendant ces 380 000 ans? Ces 380 000 ans, c'est là que se situe la fabrication, au départ, de matière à partir de l'énergie. Vous allez avoir des transformations successives qui vont donner naissance à ces premiers atomes, à ces premiers photons, à ces premières particules, si vous voulez, qui baignent aujourd'hui notre monde. On ne peut pas aller voir dans l'espace, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas aller voir derrière ce mur. Les ondes gravitationnelles nous apprendront peut-être à le faire dans quelques années, mais on en est loin pour l'instant. Et ce qu'on peut faire en revanche, c'est essayer de recréer par endroits, localement, dans des endroits tout petits, les conditions extrêmes qui existaient avant que notre univers ne devienne transparent. C'est ce qui se fait à l'intérieur des accélérateurs de particules comme au CERN et d'autres endroits comme celui-là, où vous allez avoir deux particules que vous faites se rentrer dedans avec tellement d'énergie que localement, à l'endroit de la collision, vous pouvez atteindre des températures qui sont de l'ordre du, je crois, si je ne me trompe pas, de 100 millions de milliards de degrés à l'endroit de la collision, pendant un temps infinitésimal, infime. Et du coup, vous allez pouvoir recréer les conditions qui existaient lorsque l'univers faisait partout 100 millions de milliards de degrés, ce qui nous amène quelques fractions de secondes après la naissance de l'espace et du temps, ce qui nous permet de confirmer un petit peu tout ça. Ce que je viens de vous raconter, une origine chaude, disons, d'un univers qui grandit à partir d'un endroit petit, pour donner ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une théorie du Big Bang. Est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce qu'on peut en comprendre l'origine? Est-ce qu'on ne pourra jamais mettre le doigt sur une origine précise de ce Big Bang? Jusqu'à il y a une centaine d'années, personne ne pouvait même imaginer faire ça. Pour comprendre quelque chose en science, il faut deux données. La première, c'est une loi qui nous explique comment changent les choses. Et la deuxième, c'est une condition initiale. Par exemple, si je tire une flèche et que je suis un archer et que j'ai les lois de Newton, je sais où elle va tomber. Mais si je ne sais pas d'où la flèche est tirée, avec quelle force, etc., jamais je ne saurai où elle va tomber. Il faut une condition initiale et une loi. Pour l'univers, on pourrait dire qu'on a peut-être les lois, mais la condition initiale, comment voulez-vous faire? Eh bien, pour la première fois, en 1984,
Stephen Hawking et James Hartle, un collègue de l'Université de Santa Barbara, ont proposé une condition initiale mathématique à notre univers, qui ferait qu'il serait né à partir de rien du tout, d'une fluctuation énergétique du vide, un vide qu'il est difficile de comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne solution. Ça veut dire qu'on a atteint, aujourd'hui, disons, une époque où cette question commence à pouvoir être posée mathématiquement. En soi, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a plusieurs différentes suggestions sur comment notre univers a pu apparaître. Est-ce que l'une d'entre elles est la bonne? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, la science d'aujourd'hui, la recherche d'aujourd'hui a permis aux chercheurs, grâce aux chercheurs précédents, de comprendre que les mathématiques, que la physique peuvent peut-être nous donner une réponse à l'origine même de notre univers. Et ça, je trouve ça assez excitant. Et pour finir, je vais juste vous dire que tout ce que je viens de vous raconter, on n'est pas allé à l'autre bout de l'univers, nous. On n'est pas allé dans un vaisseau pour voir ces étoiles exploser, etc. Tout ce qu'on sait, on l'a appris depuis notre planète à nous, en regardant, en essayant de comprendre, parfois en fermant les yeux pour essayer de comprendre quelles sont les lois de la nature. Et on y arrive plutôt pas mal, et je trouve qu'on peut être assez fiers de nous en tant qu'humains pour avoir réussi à faire ça. Les dinosaures, ils ont vécu 160 millions d'années. Ces crétins n'ont pas créé d'université. Du coup, ils se sont pris une météorite sur la figure. S'ils avaient fait des universités, peut-être qu'ils seraient encore là et pas nous. Je vous remercie de m'avoir écouté.